L'Égypte votait en début de semaine. Sans surprise, les islamistes devraient largement arriver en tête. Avec quelles conséquences pour les Coptes? Peut-on d'ailleurs parler d'un vote copte? On en parle tout à l'heure avec nos deux invités, Monseigneur Michel Chafik, recteur de la paroisse copte catholique de Paris, et Guillaume Goubert, rédacteur en chef à la Croix. On les retrouve tout à l'heure dans notre dossier. Il y a une dizaine de jours, la communauté des Béatitudes parlait de repentance et exprimait sa douleur, son regret et sa honte devant les abus de Pierre-Étienne Albert. Cet ancien membre de la communauté est jugé depuis mercredi devant le tribunal de Rodez pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs, sur des garçons et des filles âgés de 5 à 14 ans. Le religieux a avoué, tenez-vous bien, 57 cas d'agression. Reportage sur ce procès à Rodez. Angoissé, tendu et visiblement mal à l'aise devant les caméras, Pierre-Étienne Albert est arrivé libre au tribunal correctionnel de Rodez. Face à lui, une dizaine de victimes. Toutes se cachent le visage, sauf une, Solveig, abusée par l'ancien chantre de la communauté des Béatitudes entre 1989 et 1990. C'est lui qui a baissé les yeux, pas moi. Pierre-Étienne Albert est revenu pendant de longues minutes sur son parcours, son passé de toxicomane, son entrée aux Béatitudes, sa guérison miraculeuse. Très vite, il devient un personnage incontournable, la star, l'intouchable, comme dira une victime. Il prétend qu'il n'est pas un prédateur, qu'il n'est pas un pédophile prédateur et qu'il est un pédophile séducteur qui s'inscrit dans la fréquentation de familles et dans l'amitié de ce que lui manifestaient ses familles et qu'il manifestait à ses familles, de telle sorte qu'à un moment, bien sûr, on arrive à des actes déplacés, à des gestes déplacés. C'est ensuite au tour des victimes. Une par une, elles défilent à la barre, elles qui n'ont pas croisé Pierre-Étienne depuis près de 20 ans. C'est un procès qui la ramène dans un état qu'elle n'avait pas connu depuis plus de 15-20 ans. Tout est dit, même s'il n'a pas tout avoué, tout est dit. Maintenant, j'ai besoin d'entendre la justice se prononcer. Ce procès est celui d'un homme, mais il a aussi mis en avant les graves dysfonctionnements d'une communauté. Tour à tour, Ephraim, le fondateur, et les différents modérateurs généraux se sont renvoyés la balle. Personne ne savait et personne n'a rien couvert. Non, je n'ai jamais couvert un pédophile. Depuis, le Saint-Siège a repris les choses en main en imposant un commissaire pontifical à la tête de la communauté. On a plutôt cherché à protéger Pierre-Étienne, voire à protéger la communauté, plutôt que de protéger les victimes potentielles, qui sont devenues malheureusement des victimes effectives, puisqu'on a commencé à découvrir les faits en 89 et que jusqu'en 2000, il a continué à sévir. Donc on voit que là, il y a eu vraiment un aveuglement grave. Le verdict est tombé à 18h. Condamné à 5 ans de prison ferme, Pierre-Étienne Albert a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré dans la foulée. De le voir ne pas ressortir de ce tribunal libre, ça c'était un point qui était très important. Et ne serait-ce que là-dessus, on peut dire qu'au moins, justice nous aura été rendue. Et puis sachez que dans le cadre d'une enquête sur les scandales de pédophilie, la justice belge vient d'invalider la perquisition menée en 2010 dans la cathédrale de Malines. Et les enquêteurs avaient détruit une tombe, ce qui avait choqué de nombreux catholiques. Le pape lui-même avait adressé un message de soutien à ses évêques de Belgique. Retour en France avec une déclaration du ministre de l'Intérieur. Pour Claude Guéant, le droit d'asile est détourné à des fins d'immigration économique. Vendredi, le ministre a annoncé une réforme de ce droit d'asile. En 2009, il y avait un peu moins de 50 000 demandes. En 2011, il devrait y en avoir 60 000. C'est trop, selon le gouvernement. Pour le ministre, il y a de plus en plus de demandes infondées. Écoutez à ce propos la réaction de la CIMAD, une association œcuménique qui vient en aide aux migrants et aux réfugiés. On va dire que la crise actuelle et les mesures qui sont prises, ça montre surtout l'imprévision des pouvoirs publics. En gros, il y a une idée qui, depuis 20 ans, c'est que la demande d'asile est à un niveau normal quand elle est autour de 30 000 demandes. Depuis 10 ans, on est autour de 50 000. Et en fait, le dispositif français est sous-dimensionné, mais c'était quelque chose de prévisible. Et en fait, on n'a pas mis les moyens nécessaires pour un système qui soit équilibré à ce niveau-là de demande. Le ministère dit « nous voulons réformer la procédure d'asile pour la préserver ». En fait, ils ne font que encore détériorer les conditions d'exercice du droit d'asile. Ce qu'on craint en réalité, c'est que ces annonces soient déjà mises en œuvre par les préfectures, alors même qu'il n'y a pas de base légale. Et vous l'avez entendu, Gérard Sadic parle d'un dispositif français sous-dimensionné. Qu'en est-il vraiment sur le terrain? Reportage du côté de Tours, dans un centre du Secours catholique qui, au mois de juillet, avait déjà accueilli 20% de demandeurs d'asile en plus que l'an dernier. Reportage.
Ils sont arméniens, tchétchènes, africains ou encore mongols. Ils ont fui leur pays et quand ils arrivent en France, ils sont démunis de tout. Alors en attendant un hébergement dans un des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, ils se tournent vers le Secours catholique pour être accompagnés dans leurs démarches administratives, se nourrir ou même trouver un endroit où dormir. Nous sommes venus du Kosovo. Nous sommes des Roms. Je suis venu avec ma femme et mes 2 filles et nous n'avons pas de papier. Au Kosovo, personne ne nous prend en compte. En Serbie non plus. Et ici, on est obligé de faire le 115 tous les soirs pour savoir où dormir. Quelquefois, c'est à l'hôtel. Quelquefois, il n'y a pas de place. Heureusement, on vient au Secours catholique dans la journée pour manger. Depuis 18 mois à Tours, le nombre de migrants ne cesse d'augmenter. Du coup, la situation devient critique. Au départ, il y a une plateforme régionale qui a été instituée pour que les gens arrivent à Orléans. Et en fait, ils arrivent plus à Tours qu'à Orléans, donc c'est ça qui est difficile. Parce que l'hébergement ne suffit pas en fait. Et on sent bien que là, tout le monde est débordé, l'État est débordé. Faute de place d'hébergement d'urgence, à Tours, ils sont actuellement une vingtaine à passer la nuit dehors. Après l'échec du sommet de Copenhague il y a 2 ans, on espère que celui de Durban portera ses fruits. Sous la houlette de l'ONU, les gouvernements se retrouvent pendant 2 semaines en Afrique du Sud pour parler du climat. Le Saint-Siège a envoyé une délégation à Durban. Et vous allez le voir, lundi, au jour de l'ouverture du sommet, Benoît XVI a prononcé un discours sur la protection de la création. Je vous propose d'écouter Benoît XVI. Si dans son travail, l'homme oublie qu'il collabore avec Dieu, il peut provoquer des dommages qui ont des conséquences négatives, y compris sur l'homme, comme nous le voyons malheureusement en de nombreuses occasions. Et vous l'avez peut-être lu sur Internet cette semaine, le supérieur de la fraternité, Saint Pie X, s'est longuement exprimé dans une interview Fleuve publiée sur le site de la fraternité. Monseigneur Felet évoque longuement le préambule doctrinal soumis par Rome à la mi-septembre en vue d'un éventuel retour des lefévristes dans la pleine communion avec l'Église catholique. Document qui ne peut pas recevoir notre aval selon le supérieur de la fraternité, qui explique toutefois qu'une marge est prévue pour une légitime discussion. Affaire à suivre donc. Une bonne nouvelle pour la recherche maintenant. La Fondation Jérôme Lejeune a déposé un brevet après la découverte de nouvelles molécules. L'objectif des scientifiques, trouver un médicament pour limiter le déficit intellectuel des personnes atteintes de trisomie 21. Je vous propose d'écouter les explications du professeur Bléau. Alors ce que nous venons de faire, c'est la découverte d'une famille de molécules, exactement de 84 molécules que nous avons brevetées, qui sont capables d'inhiber une enzyme qui s'appelle la CBS, qui a un rôle dans la trisomie 21. Ça veut dire plus concrètement que nous avons une voie qui est encore lointaine pour trouver peut-être un médicament qui aidera les patients atteints de trisomie 21. Il y a aujourd'hui plusieurs molécules qui sont développées pour trouver des traitements de la déficience intellectuelle de la trisomie 21 et qui est vraiment quelque chose d'absolument essentiel pour ces patients. C'est vraiment le déficience intellectuelle, c'est le cœur du problème. Et puis en ce 1er décembre, journée mondiale du sida, on a évidemment une pensée pour les trop nombreux malades à travers le monde. Les décès causés par la maladie sont devenus injustifiables pour le Vatican. Job ou l'errance du juste, c'est le titre d'une pièce de théâtre qui tourne en France en ce moment avec 2 représentations exceptionnelles ce week-end, samedi et dimanche, à la Comédie des Champs-Élysées à Paris. Le metteur en scène Serge Sarkissian a adapté le livre de Job de l'Ancien Testament. Job, bien sûr, vous le connaissez, c'est ce personnage emblématique que Dieu met à l'épreuve sur scène de comédiens. Dans le rôle de Dieu, Michael Lonsdal, connu pour son engagement chrétien, et dans le rôle de Job, Richard Martin, qui lui ne croit pas en Dieu. On l'écoute. Il est indigné, il est rebelle. Je suis indigné, je crois être encore un peu rebelle. C'est vrai que je ne crois pas en Dieu, mais je suis un comédien qui peut faire semblant d'y croire. En tout cas, je suis près de l'homme et près de tous ces hommes qui souffrent. Job, effectivement, se lamente sur lui-même dans cette histoire. Mais il se pose des questions aussi sur la souffrance du monde. Et je crois qu'on ne se l'est jamais suffisamment posé, car je ne sais pas si c'est Dieu
qui peut répondre à ça, mais je crois que les hommes peuvent y répondre. La pièce qui sera jouée lundi et mardi à La Roche-sur-Yon. Et puis comme on parle de théâtre, sachez que le 8 décembre, jeudi prochain, à l'occasion de la première représentation parisienne de Golgotha Picnic, le collectif Culture et Foi appelle les chrétiens et ceux qui se sentiraient blessés par le spectacle à déposer en silence une fleur blanche devant le théâtre du rond-point des Champs-Élysées. Puis on reste sur les champs à Paris avec, en cette période de l'Avent, les images d'une crèche qui a fait beaucoup de bruit. La paroisse Saint-Pierre de Chaillot souhaitait installer une crèche au marché de Noël des Champs-Élysées. La municipalité a longuement hésité avant d'accepter une crèche, je cite, sans connotation religieuse trop prononcée. Exigence étonnante pour une crèche qui, au final, vous le voyez, ressemble à une crèche, mais sans présence humaine à côté du chalet. Les autorités craignaient un éventuel prosélytisme. Voilà l'Avent sur un tapis roulant. C'est la chronique de Jean-Michel Di Falco cette semaine. Bonjour. Il y a dans 2 stations du métro parisien, au Châtelet et à la gare Montparnasse, de très longs couloirs desservis par un tapis roulant. Je me suis parfois amusé à observer l'attitude des personnes qui empruntent le tapis, car certaines préfèrent l'éviter. Il y a celles qui, aussitôt les 2 pieds sur le tapis, semblent s'assoupir. Ces personnes ne marchent plus et se placent sur le côté pour libérer le passage. Tranquillement, elles se laissent transporter debout, car d'autres s'assoient sur la main courante. Il y a celles qui, bien qu'ayant atteint le tapis, continuent à marcher d'un pas alerte. Cela uniquement lorsqu'elles ne sont pas gênées par celles qui se plantent au beau milieu du tapis et provoquent un bouchon. J'ai même vu certains qui, par jeu, empruntaient le tapis à contresens. Marginaux qui prennent un autre chemin, transportés immobiles ou assis, continuant à avancer ou obstacle pour les autres. J'ai quelquefois pensé que la façon de se comporter sur le tapis roulant était à l'image de la manière d'appréhender la vie, mais aussi peut-être de vivre notre foi. Nous, chrétiens, dans quelle catégorie nous reconnaissons-nous ? C'est une question pour ce temps de l'Avent, au moment où il nous est demandé de rendre droit ce qui est tortueux, de combler les ravins et d'aplanir les collines. Autrement dit, vaincre les obstacles qui nous empêchent de préparer notre cœur à l'accueil du Christ. C'est à une vocation de pionnier, de défricheur, d'éveilleur que nous sommes invités. Il s'agit de se mettre en route, d'avancer, chacun à notre rythme, mais avancer. Il y a quelques années, un ami prêtre avait donné pour titre à un livre « Un plan hors sec pour l'Église de France ». Je reprends l'expression, mais pas dans le même sens que lui. J'ai parfois le sentiment que certains chrétiens auraient recours au plan hors sec davantage pour se protéger du souffle nouveau de l'esprit que pour avancer avec courage sur les chemins ouverts par le Christ. Oser créer, inventer, avancer au large, voilà ce que devrait être notre trilogie. À bientôt et bonne période de l'Avent. À bientôt, Monseigneur. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Les 10 commandements de l'homme politique chrétien pour la vie qui s'interroge. Une pratique chrétienne de la politique est-elle possible? Les mœurs de nos politiques étant bien éloignées des exigences évangéliques. Après Reims et Amiens, la cathédrale de Strasbourg, vue du ciel avec des photos assez exceptionnelles. Un dossier de 11 pages à découvrir dans Pèlerin. Jeanne d'Arc, fille de France, fille de l'Église, elle a une de famille chrétienne alors qu'en 2012, on fêtera le 600e anniversaire de sa naissance. Le Vicaire, à la une de L'Homme Nouveau, une pièce des années 60 qui est redonnée par un théâtre parisien. Cette pièce est un montage KGBiste orchestré contre la mémoire de Pie XII, selon le bimensuel. Et puis la musique sacrée, un art vivant et ce retour au pays des soviets, tout juste 20 ans après la chute de l'URSS en décembre 91. Ce sont les 2 grands titres de l'édition du week-end de la Croix. Voilà tout de suite notre dossier. C'était le premier scrutin de l'après-Moubarak. Les Égyptiens ont voté en masse pour des législatives très importantes. A priori, pas de surprise, les frères musulmans devraient largement arriver en tête. Une victoire annoncée à laquelle il faut ajouter une forte poussée des salafistes. Alors, quelles conséquences ces résultats pourraient-ils avoir sur la minorité chrétienne du pays? Je vous rappelle que depuis le début de la révolution égyptienne, la situation des Coptes s'est encore
dégradé. On en parle sur ce plateau avec Monseigneur Michel Chafik. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes recteur de la mission copte catholique de Paris. Les coptes catholiques, c'est un peu la minorité dans la minorité chrétienne égyptienne. Hein. Et puis Guillaume Goubert, rédacteur en chef à la Croix. Père Michel, Monseigneur Michel, Monseigneur Chafik, je me tourne vers vous d'abord. Bon, alors on a les premiers résultats. Hein. A priori, victoire des islamistes avec une avance des frères musulmans, mais la montée des salafistes. Est-ce que vous êtes inquiet? Bon, d'abord, j'aimerais dire que je suis habité, comme tous les Égyptiens, de sentiments très contradictoires. D'abord, l'enthousiasme. C'est la première fois de ma vie de voter. Vous voyez, donc j'ai maintenant plus que 50 ans et c'est la première fois. Alors, à partir de ça, c'est la première fois que je pense à moi-même et à mon pays, comment je peux servir mon pays et comment je peux rentrer dans le destin de mon pays. Aujourd'hui, on est aussi dans le temps de confiance et dans le temps aussi de méfiance. Méfiance parce que on a entendu parler de fraude, on a entendu parler aussi de beaucoup de gens analphabètes qui ne savaient pas, comme tout ce qui s'est passé ici en France dans les maisons de retraite. On aide parce que nous sommes un pays d'accueil, un pays généreux, donc on peut aider les gens. Ceux qui ne savent pas lire et écrire, on peut leur dire: vous pouvez faire le signe ici, signer manipulation. Voilà. Et à partir de ça, les salafistes, malheureusement, ont arrivé à 47%, comme c'était annoncé aujourd'hui dans La Croix, dans le journal de La Croix, 47% et surtout à Alexandrie, la deuxième ville d'Égypte. Ça, c'est inquiétant pour vous. C'est très inquiétant parce que ce sont les salafistes. Et les salafistes sont plus radicaux que les frères musulmans? Le plus radicaux des frères musulmans qui veulent appliquer tout de suite la charia islamique, la loi islamique. Et si on arrive d'appliquer la forme d'État islamique, moi comme chrétien et tous les coptes n'auront jamais leur place dans le pays. Donc, inquiétude confirmée entre méfiance et confiance, c'est ce que disait le père Chafik, Guillaume Goubert. La bonne nouvelle, comme l'a dit Monseigneur Chafik, c'est que les élections ont eu lieu, ce premier tour a eu lieu, il s'est déroulé dans le calme, il n'y a pas eu d'incident majeur, alors que c'est encore récemment, ces dernières semaines, il y a eu des manifestations qui ont été réprimées de manière très violente. On pouvait craindre qu'il y ait des incidents devant les bureaux de vote, qu'il y ait éventuellement des affrontements entre communautés. Semble-t-il, ça n'a pas été le cas, donc ça, en soi, c'est une bonne nouvelle, c'est un signe de maturité du peuple égyptien. Et sans doute le signe d'une attente d'avoir effectivement enfin le droit de s'exprimer démocratiquement. La mauvaise nouvelle, c'est effectivement non seulement un très bon score des frères musulmans qui était attendu par tous les observateurs, mais auquel s'ajoute une poussée forte des salafistes. Et la question notamment se pose de savoir avec qui les frères musulmans vont faire alliance dans le futur Parlement. Est-ce qu'ils vont choisir de faire alliance avec des partis démocratiques ou est-ce qu'ils vont faire alliance avec les salafistes? La question se pose. Je pense que leurs relations ne sont pas très bonnes, mais la tentation va peut-être être forte de détenir à eux deux, avec ces deux forces politiques, une majorité au sein du Parlement. Bon, il faut attendre les résultats des prochaines tranches d'élections, parce que l'Égypte va voter en 3 régions avec un système électoral très complexe, donc il va falloir attendre longtemps avant de connaître les résultats définitifs. Guillaume parlait des forces en présence, les coptes, est-ce qu'il y a un vote copte, ou en tout cas un parti copte, ou quelque chose du genre? Est-ce qu'ils sont rassemblés autour d'une étiquette politique, les coptes? Oui, parti copte, non. Nous n'avons pas fondé un parti copte, mais on était mélangés, on était dans chrétiens et musulmans ensemble, dans qu'on l'appelle bloc. Un bloc libéral. Un bloc libéral lié avec parce que nous sommes le copte, on ne peut pas. Seul, on ne peut pas, mais nous sommes liés avec aussi quelques confrères musulmans modérés, et qu'on l'appelle le bloc. Et ce bloc, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir faire Le bloc va être opposé, c'est-à-dire de frères musulmans. C'est-à-dire ceux qui demandent un État civil, ceux qui demandent la liberté pour la femme, et ceux qui demandent aussi le droit de vivre
comme tout le monde citoyen, il n'y a pas la question des religions. Parce que la question de la religion, c'est très important chez nous. C'est déjà mentionné dans ma carte d'identité. Il y a marqué que vous êtes c'est déjà mentionné. Je suis prêtre et chrétien. Bon, d'abord, pour nous, les diasporas, c'était compliqué. Parce que compliqué, pourquoi? Nous n'avons pas eu les informations le jour même ou avant. C'est-à-dire, je dois courir à l'Internet pour chercher les informations. Ouais, il faut se battre pour comprendre pour qui voter et comment ça marche. Imaginez, moi j'ai le passeport, voilà mon passeport. Je n'ai pas le droit de voter par mon passeport. Pour voter, je dois avoir une nouvelle carte d'identité. Imaginez, on a beaucoup d'Égyptiens qui n'ont pas cette carte parce ils ont quitté le pays et depuis des années, ils n'ont pas le papier ici en France, ni le papier d'Égypte. Et ils sont allés à l'ambassade, non, ils n'ont pas le droit de voter. C'est compliqué. On a compris, Monseigneur Chafik, c'est vrai que c'est très compliqué, mais alors, le temps passe vite. Guillaume, peut-être un regard sur cette situation qui, pour les chrétiens, paraît... bon, c'est compliqué pour tous les Égyptiens, mais pour les Coptes, peut-être encore plus. Bien sûr, la situation de la minorité copte qui est importante, c'est une des plus importantes minorités chrétiennes dans les pays du Proche-Orient, mais qui est quand même une minorité et dans une situation très difficile. Il y a eu de l'espoir au moment des manifestations de la place Tahrir, où on a vu chrétiens et musulmans manifester ensemble. Malheureusement, cet état encourageant ne s'est pas vraiment prolongé. On a vu réapparaître des affrontements communautaires assez violents autour de questions de construction d'églises, notamment. Il y a eu des manifestations qui ont été très durement réprimées par l'armée. Donc, de fait, l'inquiétude, notamment. Donc, effectivement, il y a une grande inquiétude et, je dirais, une grande attention désormais en Europe et particulièrement en France. En tout cas, elle n'a jamais été aussi forte. On peut signaler, par exemple, qu'il se déroule à Rome ces jours-ci à l'initiative des institutions françaises, mais des institutions politiques françaises, l'ambassade de France près le Saint-Siège, le Centre Saint-Louis, etc., un séminaire de réflexion sur les chrétiens d'Orient. Donc c'est véritablement, par exemple, il y a une prise en compte de ce problème par la diplomatie française qu'on n'avait pas connue dans le passé, et c'est vrai aussi d'autres pays occidentaux. Donc la tension est grande, et il faut espérer que ça contribuera, un tant soit peu, à aider cette minorité. Monseigneur Chafik, c'est intéressant ce que vient de dire Guillaume. D'autant que vous êtes en diaspora, vous vivez en France, en bien Occident. sûr, c'est très intéressant, mais aussi on a l'inquiétude. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, 47%, ils ont gagné les salafistes à Alexandrie. Donc, on a l'esprit de dire, voilà, de regarder l'avenir peut-être avec enthousiasme aussi, ou avec un esprit nouveau. C'est très, très bien. Est-ce qu'il faut faire le dos rond, comme l'expliquait sur notre antenne encore récemment le père Boulad la semaine dernière, un jésuite égyptien? Il disait qu'on n'avait pas le choix, l'Égypte devait passer par l'islamisme, mais il faudra passer par là. C'est fini, l'Égypte a un nouveau esprit. Je crois, moi, je n'ai pas peur. Les jeunes qui ont fait la révolution, qui ont pu aussi arriver jusqu'à de céder, c'est-à-dire de faire enlever Moubarak, ce n'est pas n'importe quelle chose, c'est-à-dire c'est plus que la ligne de Bar-Lev pendant la guerre avec Israël. Donc aujourd'hui, on a un esprit nouveau. Aujourd'hui, tout le peuple égyptien n'a pas peur. Et c'est ça qui est... On a enlevé la peur qui existait, qui dominait dans le cœur de chaque Égyptien, musulman ou chrétien. Mais avec aussi le système démocratique, on est obligé de passer par ça. On va payer. Donc le père Boulad, il a pensé... Bon, c'est la première démarche, la première étape. Donc c'est sûrement que les frères musulmans vont gagner pas 40%, mais aujourd'hui, ils ont dit 47%, même ils ont demandé. S'ils auront 50%, ils vont former le gouvernement, donc ils vont gérer. Et le problème, c'est la rédaction de la Constitution. État islamique ou pas, on verra. Et c'est ça, voilà. Si l'État islamique, donc c'est terminé pour nous les Coptes. Je vous interromps pour donner la parole à Guillaume. C'est vrai que c'est intéressant comment les Coptes vont pouvoir surfer à la fois sur cette vague de liberté, mais avec cette angoisse au ventre aussi. Hein. Oui, bien sûr, c'est vrai. Est-ce qu'il faut du pragmatisme, du coup ? Je pense qu'il faut à la fois du pragmatisme et en même temps ne pas faire le dos rond, pour reprendre l'expression, je ne me paraît pas forcément la meilleure idée, mais moi, je me sens très gêné de dire ça parce que je ne vis pas là-bas et je ne sais pas, je ne ressens pas dans ma vie, dans ma chair, ce que c'est que de se trouver dans une telle situation de chrétiens minoritaires. Néanmoins, je pense qu'il faut que les forces démocratiques en Égypte
dont les Coptes sont partie prenante, se fassent entendre et je dirais, d'une certaine façon, tiennent la dragée haute aux islamistes et à ceux qui refusent la démocratie. C'est comme ça qu'on pourra peut-être éviter le pire. Un mot en 10 secondes pour conclure. Vous avez 10 secondes, Monseigneur Chafik, c'est important de vous laisser la parole à la fin. Moi, je pense la force de l'armée, moi, je proposais partout, pour tous les Européens, par le Parlement européen, pour la France et tout ça, de faire une feuille de route. Il y a quelque chose pour protéger les minorités, pour protéger aussi minorités linguistiques, minorités religieuses, et ils ont le droit de vivre dans la société égyptienne ils sont chez eux, en effet. Comme plein citoyenneté. Merci. Je n'ai pas besoin d'être dhimmi, protégé par l'islam, et je n'ai pas besoin d'être aussi protégé par les Européens. Chafik. Je vais vivre... Merci Monseigneur Chafik, merci à tous les deux pour toutes ces explications, pour en parler encore bien longtemps. À très vite sur KTO.